Alors, j'ai quitté l'OTAN alors que la guerre en Ukraine avait déjà commencé, mais ce qui est très intéressant depuis mon départ à la fin de l'année 2022, c'est à quel point l'Alliance a accéléré sa transformation et son recentrage sur la fonction de défense collective. On avait quelques principes de base au début de la guerre en Ukraine qui demeurent, ne pas s'engager directement, aider l'Ukraine et éviter une escalade avec la Russie. Ces principes sont toujours là, mais on voit que l'OTAN est beaucoup plus impliquée dans la gestion de ce conflit. Elle a choisi le retour d'une forme de présence en Ukraine. Il y a maintenant une équipe de l'OTAN qui est présente à Kiev. Il y a également et c'est là que la transformation est la plus nette, dans la fonction de défense territoriale, a profondément revu son dispositif le long du flanc oriental de l'Europe, avec une transformation très radicale de la posture, avec l'adoption de nouveaux plans de défense et avec un réinvestissement dans ce domaine. Donc on a une OTAN qui s'est beaucoup transformée en 2 ans, sans doute dans une logique d'accélération d'une transformation qui s'était engagée dès 2014, mais qui maintenant s'est profondément accélérée. Et quelques témoins, l'élargissement à la Suède et à la Finlande, mais aussi cette nouvelle posture défensive sur le flanc oriental. Je crois que, quel que soit le résultat de l'élection américaine, les Européens vont devoir faire davantage. Ils le feront sous pression si c'est Donald Trump. Ils le feront parce que, de toute façon, les États-Unis aujourd'hui sont concentrés sur la fonction, sur le défi chinois, et l'effort de défense américain se tourne avant tout vers l'Indo-Pacifique, d'une part. D'autre part, parce que les ressources américaines sont elles-mêmes contraintes. Il n'y a pas un budget infini des États-Unis. Et troisièmement, parce que on voit bien que le débat politique américain ne va pas dans le sens d'une implication croissante des États-Unis sur le territoire européen, encore une fois, quel que soit le résultat de l'élection américaine, qui peut évidemment accélérer, aggraver ces processus ou les rendre plus compliqués. Donc dans ces conditions, il est logique que les Européens fassent davantage, qu'on réfléchisse à un véritable pilier européen de l'OTAN, et c'est vraiment l'évolution vers une sorte d'OTAN 3.0 qui serait davantage européenne, qu'on pense bien le rôle de l'Union européenne dans la défense, rôle qui maintenant prend forme avec la création d'un commissaire à la défense, chargé de la défense dans le collège des commissaires de l'Union européenne, et donc et l'investissement d'argent dans ces domaines. Donc on a vraiment une transformation assez radicale et il me semble que les Européens ne peuvent pas échapper à tout ça. Et paradoxalement, c'est peut-être le meilleur moyen de garder une bonne relation avec les États-Unis dans le domaine de la défense. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu une carrière où je suis passé des think tanks à l'administration et je suis retourné dans les think tanks à différents moments de ma vie professionnelle. Donc, je crois au rôle des think tanks dans le débat stratégique. Je pense qu'il est important que ces acteurs, qu'ils soient nationaux, européens, jouent un rôle dans la définition de ce que peuvent être les priorités en matière de défense. On est dans un monde qui change à une vitesse phénoménale, où les grands éléments du paysage stratégique tels que moi je les ai connus au début de ma carrière, après la guerre froide, sont tous à revoir. On peut parler de l'arms control, on peut parler des relations transatlantiques, on peut parler de la relation avec la Russie comme étant des champs où, là-dessus, être capable de à la fois penser cette nouveauté et de formuler des recommandations opérationnelles pour les décideurs politiques est vraiment un énorme défi auquel les think tanks, en tout cas les bons think tanks, peuvent aujourd'hui contribuer.